Ma femme infidèle a fait une dépression nerveuse après que son amant a refusé de s'engager, et maintenant elle veut revenir, mais pour moi, c'est fini. Ma femme m'a trompé, après que son amant a refusé de s'engager avec elle, elle a sombré dans une sorte de dépression nerveuse. Maintenant, elle veut revenir vers moi, mais de mon côté, l'histoire est terminée. J'ai 50 ans, et cela fait plus de 23 ans que je suis marié à ma femme que je vais appeler Laura, 48 ans pour garder un minimum d'anonymat. Ensemble, on a 3 enfants, l'aîné a 22 ans, et le plus jeune approche des 18. Nos enfants s'appellent Clara, 22, Louis, 19, et Mia, qui aura 18 ans dans 2 mois. Il y a peu, Laura m'a avoué qu'elle entretenait une liaison avec l'un de ses collègues que j'appellerai Dylan, 27 ans, toujours pour préserver une certaine discrétion. Il y a environ une semaine, elle m'a demandé de m'asseoir pour parler, sérieusement. C'est là qu'elle m'a annoncé qu'elle voyait Dylan depuis près de 2 ans, et qu'elle se sentait enfin prête à être honnête avec moi, parce qu'elle voulait passer à l'étape supérieure avec lui. Selon elle, comme nos enfants étaient presque tous adultes, c'était le bon moment pour tout révéler. Quand elle m'a balancé ça, j'ai eu le cœur pulvérisé. Heureusement, aucun de mes enfants n'était présent pour assister au moment où j'ai complètement craqué. Ils n'auraient pas dû me voir dans cet état. Clara vit déjà seule pour son travail, Louis est en fac, et Mia dormait chez une amie. La maison était vide, ce qui, j'en suis sûr maintenant, a joué dans son choix du timing. Elle a essayé de me consoler pendant que j'étais là, en larmes, suppliant qu'on tente de sauver notre mariage, mais elle m'a répondu qu'elle ne voulait plus perdre d'années dans ce qu'elle appelait une relation sans amour. Ce jour-là, tout mon univers s'est effondré. Ma première réaction que j'ai du mal à admettre aujourd'hui a été de la supplier de rester, de faire comme si tout ça pouvait disparaître. Je préférerais que personne ne me juge là-dessus, j'étais en plein choc. J'ai dû pleurer au moins 30 minutes avant que la réalité me rattrape et que je parvienne à reprendre un peu de contrôle. Pendant que je me décomposais, Laura me tapotait doucement le bras, répétant des phrases du genre « ça va aller » ou « tu finiras par retrouver quelqu'un », comme si j'étais un chiot blessé et non son mari, celui qu'elle venait de trahir et d'abandonner après 23 ans. Une fois un peu calmé, je me suis levé et je lui ai demandé de quitter la maison. Je ne voulais plus qu'elle reste là, pas une minute de plus. Elle a paru sincèrement choquée de me voir passer de la supplication à l'expulsion. Honnêtement, moi aussi. Mais j'ai tenu bon. Elle n'a rien répondu, a simplement attrapé quelques affaires déjà fourrées dans un sac de sport, preuve qu'elle avait tout planifié, puis elle est partie. Elle m'a fait un petit geste maladroit, un demi-câlin auquel je n'ai même pas répondu. J'étais figé. Après son départ, j'ai pleuré comme un gosse pendant presque 2 heures, jusqu'au moment où Mia est rentrée. Je n'avais plus aucune idée de ce que je devais faire. Mon mariage venait de s'écrouler, et le pire dans tout ça, c'est que la femme que j'aimais plus que ma propre vie m'avait trompé pendant 2 ans sans éprouver le moindre vrai remords. Elle n'avait même pas l'air de comprendre la gravité de ce qu'elle m'avait fait. Son attitude, après ça, confession, me donnait presque l'impression qu'elle voulait juste apaiser son propre malaise face à mes larmes. Ma tête tournait dans tous les sens. J'ai encore du mal à mettre de l'ordre dans mes pensées. Mais une semaine plus tard, même si la douleur est présente, j'ai réussi à retrouver un semblant de stabilité surtout pour mes enfants, qui n'avaient pas mérité de traverser ce choc. Quand Mia est rentrée ce soir-là, elle m'a trouvé endormi sur le canapé. Quand j'ai ouvert les yeux, elle a tout de suite remarqué mes yeux rouges et gonflés. Elle m'a demandé encore et encore ce qui se passait et où était sa mère. À contre-cœur, je lui ai dit la vérité. Je savais que dire les mots à voix haute rendrait les choses encore plus réelles, et évidemment, je me suis remis à pleurer. C'était embarrassant, mais au moins Mia, elle, me réconfortait sincèrement. Elle était autant sous le choc que moi quand j'ai découvert la trahison de Laura. Comme je n'avais pas encore prévenu les autres, Mia s'en est chargée. Elle a appelé Clara et Louis, leur demandant de rentrer dès qu'ils le pourraient. Elle a aussi prévenu mon frère, Paul, 45 ans, pour lui demander de venir nous épauler. Paul est célibataire par choix, mais c'est quelqu'un de solide, quelqu'un sur qui j'ai toujours pu compter.
Il m'a prouvé une fois de plus que j'avais raison, il a sauté dans sa voiture et a conduit jusqu'à chez moi le soir même, malgré la distance. Il savait que j'avais besoin d'un peu de temps pour encaisser la fin de mon mariage, alors il a décidé de rester quelques jours pour nous aider à nous organiser, moi et les enfants. Ça fait maintenant une semaine, et il est toujours là. Les enfants aussi. On traverse cette épreuve ensemble, essayant de donner un sens à tout ça, même si une partie de moi a encore l'impression de vivre un mauvais rêve. Je ne pensais pas que Laura avait autant de poids sur ma stabilité mentale, mais Paul a eu raison de venir s'installer chez nous. Sans lui, je serais probablement resté cloué au lit. J'ai vraiment besoin de tout le soutien possible. Mes enfants, eux, sont incroyablement bienveillants, et je leur en serai toujours reconnaissant. J'ai déjà discuté de tout ça avec mon avocat, et nous nous préparons au divorce, qui est désormais inévitable. Je n'ai pas encore demandé officiellement la séparation, car j'attendais que Laura m'envoie les papiers, mais c'est étrange, je n'ai toujours rien reçu de sa part. Hier soir, j'ai enfin compris pourquoi Laura n'avait toujours pas lancé la procédure de divorce, malgré le fait qu'elle m'ait clairement annoncé qu'elle me quittait. Très tard dans la nuit, j'ai reçu un appel inattendu de sa part. Ça m'a franchement surpris, parce qu'on n'avait pas échangé le moindre mot depuis son départ et je ne voyais absolument pas pourquoi elle me contacterait, surtout après presque une semaine de silence total. J'ai décroché, et dès que j'ai entendu sa voix, j'ai su qu'elle avait pleuré. Elle m'a demandé comment allaient les enfants. Je lui ai répondu que tout le monde était à la maison, et que Paul, mon frère, était là aussi. J'ai essayé de garder un ton neutre presque froid pour qu'elle ne capte pas que je tenais encore à elle. La vérité, c'est que je m'inquiétais quand même, mais je ne voulais plus qu'elle le voie ni qu'elle puisse s'en servir contre moi. Après cette courte mise au point sur les enfants, elle s'est effondrée en larmes au téléphone. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je veux dire, c'est elle qui m'a trompé, c'est elle qui m'a quitté, et pourtant me voilà à écouter ses sanglots. Sans même réfléchir, je lui ai demandé si elle allait bien. C'est là qu'elle m'a expliqué ce qui s'était passé. Le jour même où elle avait quitté la maison, elle avait demandé à Dylan si elle pouvait emménager chez lui. Et lui l'a rejeté, tout simplement. Il lui a dit qu'il ne voulait pas de relation sérieuse, qu'il profitait juste du moment et qu'il était encore trop jeune pour se poser. D'après ce qu'elle m'a raconté, il lui a dit clairement qu'il voulait garder sa liberté et vivre sa vie avant de penser à construire quelque chose. En gros, même s'il trouvait Laura attirante pour son âge, elle n'était pas du tout dans la catégorie de femme qu'il imaginait pour son futur. Elle approche de 50 ans, elle a 3 enfants presque adultes, et lui veut encore une famille plus tard, une femme plus jeune, une vie longue à bâtir avec quelqu'un qu'il choisirait d'épouser. En d'autres mots, même si Dylan avait été prêt pour une vraie relation, ce ne serait pas avec elle. Et maintenant, Laura s'enfonçait dans une sorte de crise nerveuse parce qu'elle n'avait littéralement plus nulle part où aller. Elle a pleuré comme ça pendant une quinzaine de minutes, répétant qu'elle avait gâché sa vie à cause de cette liaison. Et honnêtement, je ne suis pas fier de le dire, mais d'une certaine manière, j'ai ressenti une forme de satisfaction. Elle m'a aussi avoué que nos enfants l'avaient entièrement coupée de leur vie, messages bloqués, réseaux sociaux bloqués, aucune réponse. Elle vivait dans un hôtel depuis une semaine parce qu'elle avait trop peur de me demander de l'aide. Finalement, c'est hier soir qu'elle a craqué. Elle n'avait plus d'argent, plus d'options, plus personne vers qui se tourner, alors elle m'a demandé si elle pouvait revenir vivre à la maison, et si je serais prêt à lui donner une seconde chance. J'étais sidéré par son audace. En quelques secondes, toute trace de tristesse ou d'inquiétude s'est évaporée pour laisser place à une colère que j'aurais dû ressentir bien plus tôt. Je lui ai répondu immédiatement qu'il n'y aurait aucune seconde chance, exactement comme elle ne m'en avait donné aucune. Je lui ai dit que j'étais presque soulagé de la voir subir les conséquences de ses choix, parce qu'elle les avait bien cherchés. Ensuite, j'ai raccroché sans attendre ce qu'elle avait à dire et j'ai éteint mon téléphone pour réussir à dormir un minimum sans penser à elle. J'étais furieux qu'elle ait pu imaginer une seule seconde que, malgré tout ce qu'elle m'avait fait, je l'accueillerais à nouveau et réparerais encore une fois les dégâts à sa place. Pendant des années, dans notre mariage,
J'ai été celui qui réparait tout, celui qui poursuivait la discussion, celui qui demandait pardon même quand je n'avais rien fait de mal. J'en avais assez. Je ne pouvais plus continuer comme ça. Je savais que je ne pourrais jamais passer à autre chose. Je savais aussi que je ne voulais même pas essayer d'oublier. La vérité m'est apparue clairement, j'avais toujours aimé ma femme beaucoup plus qu'elle ne m'avait jamais aimé, et clairement plus qu'elle ne le méritait. Mais ce chapitre-là était terminé pour moi. Je ne pense pas avoir mal agi en lui demandant de quitter la maison ni en refusant qu'elle revienne. Techniquement, la maison est à moi, je l'ai achetée seule et elle n'a aucun droit légal de me forcer à accueillir. Pourtant, elle essaie toujours de me culpabiliser et de me faire croire que je suis un monstre. Ce matin, quand j'ai finalement rallumé mon téléphone, j'ai découvert une série de messages agressifs de sa part. Elle jouait la victime, m'accusant d'être égoïste, de ne penser qu'à moi, ce qui est assez ironique venant de la personne qui m'a trompé pendant 2 ans. Elle me reprochait aussi d'avoir retourné les enfants contre elle, alors que je n'étais même pas au courant qu'ils l'avaient tous bloqué. Je ne vois vraiment pas en quoi tout cela serait ma faute. Peut-être que c'est la colère qui parle, mais il me semble complètement absurde qu'elle m'accuse de manquer d'empathie parce que je refuse de lui donner une nouvelle chance après tout ce qu'elle m'a fait subir, surtout quand on considère qu'elle revient vers moi uniquement parce que son plan B l'a rejetée. Je ne crois pas que je sois en tort. Et je voulais m'assurer que la colère ne me rendait pas injuste, alors me voilà à demander conseil. Est-ce que je suis le méchant pour refuser que ma femme revienne vivre chez moi après m'avoir trompé avec son collègue? Mise à jour 1. Salut à tous. Niantou, je veux remercier chaque personne qui a pris le temps de répondre à mon premier message. Je suis sincèrement reconnaissant d'avoir partagé mon histoire ici. Ça m'a ouvert les yeux. Je me rends compte à quel point Laura m'a manipulé et j'en étais arrivé à douter de ma décision de ne pas la laisser revenir. Si je n'avais pas demandé l'avis de gens extérieurs, je pense que j'aurais vacillé sous la pression. Grâce à vos retours, j'ai enfin repris du recul. À tous ceux qui avaient répondu à mon premier message, un immense merci. Sincèrement. Je pense que vous m'avez évité une seconde vie de malheur, faite de méfiance permanente et de douleur, celle qui m'attendait forcément si j'avais décidé de pardonner à Laura et de lui ouvrir à nouveau la porte. Aujourd'hui, je vois les choses beaucoup plus clairement, et je sais qu'elle ne mérite absolument pas une autre chance. Depuis quelques jours, elle m'inonde de messages. Elle essaie littéralement toutes les stratégies pour me faire changer d'avis, culpabilisation, manipulations émotionnelles, excuses répétées. Elle me dit sans arrêt qu'elle a commis une énorme erreur en ayant une liaison et qu'elle fera tout pour se racheter. Je n'ai aucune idée de ce qui la pousse à croire que je pourrais simplement tourner la page et faire comme si de rien n'était. Ce n'était pas un désaccord passager, elle minimise complètement ce qu'elle a fait. Elle n'a toujours pas saisi l'ampleur des dégâts qu'elle a causés, et honnêtement, je doute qu'elle le comprenne un jour. Maintenant que je vais un peu mieux, j'ai encouragé Clara et Louis à reprendre leur vie normale, leurs études, leur travail, leur routine. Mia est encore avec moi, elle vérifie régulièrement comment je vais, et ça me touche beaucoup. Mais je lui ai clairement dit de profiter de sa vie, de sortir avec ses amis, de rire, de respirer un peu. Je sais que tout ça est difficile pour chacun d'entre nous, mais on finira par s'en remettre. Elle partira pour l'université à l'automne, donc je veux qu'elle savoure pleinement les derniers mois qu'elle passera à la maison. Paul, mon frère, habite toujours chez nous pour l'instant, et je lui suis profondément reconnaissant. J'ai beaucoup parlé du choc émotionnel lié à la liaison et au départ de Laura, mais il y a aussi tous les petits aspects quotidiens auxquels on ne pense pas sur le moment. Perdre quelqu'un avec qui on a vécu 20 ans, ce n'est pas juste perdre une relation, c'est perdre une présence, une routine, une logistique. Ça peut paraître trivial, mais même les tâches ménagères me rappellent son absence. Laura faisait presque toujours la lessive, elle disait qu'elle adorait ça. De notre côté, les enfants et moi nous occupions du reste, ménage, poubelle, vaisselle. Et elle cuisinait la plupart du temps, parce que ça lui plaisait. Maintenant qu'elle est partie, Paul et moi avons pris le relais,
parce que je refuse de clouer Mia à la maison pour qu'elle s'occupe de tâches dont elle n'a pas à porter la responsabilité. Mon frère a été une vraie bouée de sauvetage. Même s'il n'est pas le type le plus démonstratif ou affectueux, il est présent. Il me permet littéralement de respirer et de ne pas porter tout ça sur mes seules épaules. Je sais qu'il finira par devoir repartir à un moment donné, mais je suis chanceux de l'avoir à mes côtés en ce moment. Sur le plan légal, mon avocat et moi avons finalement lancé la procédure de divorce. On a déposé la demande hier. On s'est rendu compte que, puisque Laura n'avait plus nulle part où aller, elle ne demanderait probablement jamais le divorce elle-même, elle espérait juste revenir. Dans quelques jours, elle recevra les papiers, et c'est là que commencera la vraie bataille. Rien que d'y penser, je suis épuisé. Jamais je n'aurais imaginé finir divorcé. Et pourtant, voilà où on en est. C'est une sensation horrible. Mais en même temps, je sais que j'ai fait tout ce que j'ai pu pour maintenir notre mariage en vie. Ce qui arrive aujourd'hui n'est pas de ma faute, c'est entièrement la sienne. Et même si ça n'efface pas la douleur, ça m'aide à ne pas culpabiliser. Je suis aussi soulagé que mes enfants soient maintenant adultes, parce que gérer une bataille pour la garde en plus de tout ça, je n'aurais pas tenu. Mise à jour 2. Laura a reçu les papiers du divorce aujourd'hui, et vu les messages qu'elle m'a envoyés, je dirais qu'elle l'a très mal pris. Je ne l'ai pas encore bloqué, je n'ai pas encore trouvé la force mentale de couper le contact pour de bon, mais ça viendra. Elle m'a envoyé plusieurs textos vraiment infects, me souhaitant toutes sortes de malheurs. Selon elle, c'est moi qui ai ruiné sa vie, et je serais en train de me venger simplement parce qu'elle a voulu un peu de plaisir, pour échapper à la monotonie de notre vie. Elle m'a insulté sur mon âge, me rappelant que j'approchais de la cinquantaine et que, ça se voit. Apparemment, elle avait juste besoin de changement. Bon, soyons honnêtes, oui, j'ai quasiment 50 ans, je ne vais plus à la salle de sport depuis longtemps, mes cheveux se font la malle, comme n'importe qui vieillit normalement. Je suis père de 3 enfants, presque tous adultes. Je ne pense pas qu'il soit anormal que je n'ai plus la tête que j'avais à 22 ans. À moins d'être une célébrité qui peut passer sa vie à entretenir son apparence, personne ne reste figé dans sa jeunesse. Évidemment qu'elle trouve Dylan plus attirant physiquement. C'est un gamin de 27 ans. Mais c'est justement pour ça que l'engagement compte dans un mariage. Si elle n'a pas été capable de contrôler ses pulsions au point de se jeter sur le premier jeune homme séduisant qu'elle croisait, ce n'est pas sur moi que retombe la faute. C'est pathétique de l'avoir tenté encore de me faire porter la responsabilité de ce qu'elle a fait, comme si sa trahison était un simple moment d'égarement. Elle essaie de transformer tout ça en quelque chose de normal, quelque chose que j'aurais dû accepter ou gérer. Mais, c'est juste elle. Aujourd'hui, je vois enfin clairement tous les signaux d'alerte que j'ai ignorés pendant 20 ans parce que je l'aimais profondément. Maintenant qu'elle n'est plus que ma future ex-femme, je réalise enfin qui elle est vraiment et je me sens idiot de ne pas l'avoir vue plus tôt. Honnêtement, j'aurais dû comprendre ce qui se passait, mais j'ai préféré tout balayer sous le tapis parce que j'aimais vraiment Laura. Et le pire, c'est qu'au fond de moi, une partie de moi sait que je tiens encore à elle. C'est humiliant à admettre, et pourtant je ne peux pas faire semblant que ce n'est pas vrai. C'est probablement la seule raison pour laquelle je ne l'ai pas encore bloqué complètement. Je me surprends à espérer trouver assez de courage pour couper les ponts une bonne fois pour toutes, parce que je ne pense plus pouvoir encaisser un seul de ces épisodes. Je ne veux plus jamais voir ce côté d'elle, peu importe comment on l'appelle. Je ne parlerai même pas de son côté sombre, parce qu'elle dépasse largement ce simple concept. Sa cruauté a presque quelque chose d'absurde, au point où j'en rirais si ce n'était pas si triste. Mise à jour 3. Et puis il y a eu ce retournement de situation franchement ironique, heureusement sans conséquences directes pour moi. Ma fille Clara m'a appris, il y a quelques heures, que Laura se retrouve en plein drame en ligne avec Dylan. Hier, elle a posté une longue tirade rageuse expliquant que Dylan l'avait menée en bateau pendant 2 ans, pour finalement la jeter en prétextant qu'il ne voyait aucun futur avec elle. Et quand j'y repense, abandonner toute sa vie sans même avoir discuté de cette question avec lui, c'était vraiment irréfléchi. Je ne suis pas du genre à tromper,
mais même moi je sais que, si elle comptait bâtir quelque chose avec lui, la moindre des choses aurait été de s'assurer qu'il voulait la même chose. Et le meilleur, ou le pire, c'est que plusieurs de ses collègues féminines ont commenté son post pour révéler qu'elles aussi étaient impliquées avec lui. Apparemment, ce gars-là était un vrai Don Juan de bureau et n'avait jamais voulu d'une relation sérieuse avec Laura. Je n'ai jamais trop cru au karma, mais là, c'est difficile de ne pas voir ça comme un retour de bâton parfaitement orchestré. Je l'ai bloqué, tout comme Clara, mais une cousine nous a transmis l'histoire, parce que Laura l'a toujours dans ses contacts. Nous n'avons pas encore annoncé officiellement la séparation au reste de la famille, mais ce post est pratiquement une annonce publique à lui seul. Je compte en parler très prochainement à ma famille, mais pour l'instant, je ne vous mentirai pas, je profite un peu du spectacle. Après tout ce qu'elle a provoqué, voir le chaos qu'elle a semé se retourner contre elle, c'est presque poétique. Et Dylan, honnêtement, il mérite presque une récompense. Je n'arrive pas à imaginer comment quelqu'un peut jongler avec autant d'aventures au sein du même bureau pendant plus d'1 an. Au début, je le détestais quand j'ai découvert l'affaire, mais maintenant, je commence presque à l'apprécier. Je pourrais même lui dire un truc du genre bien joué, mec, qui sait. Tout ce que je sais, c'est que ce qui lui arrive est la revanche parfaite. C'est exactement ce qui peut se produire quand on sabote sa propre vie familiale pour une aventure qu'on trouve excitante sur le moment. Pour ma part, je serai bientôt hors du chaos qu'elle a créé, et j'attends la finalisation du divorce avec impatience. Mise à jour 4. Un peu plus d'1 mois s'est écoulé depuis mon premier message, et nous en sommes maintenant à négocier les termes de l'accord. C'est fou de penser à quel point mon regard sur elle a changé, je la vois lors des réunions, elle essaie de me sourire ou de me parler, et je ne ressens absolument plus rien. Je fais juste tout pour prendre mes distances. D'après ce que je sais, elle vit chez une amie et s'est fait renvoyer de son job. Et honnêtement, je ne vois aucune raison de payer une pension alimentaire, vu qu'elle a publiquement admis son infidélité sur Facebook. Et grâce à son idée délirante que Dylan finirait par s'engager, je n'ai même pas eu besoin d'apporter la moindre preuve, elle a fait tout ça toute seule. Les enfants ne lui adressent toujours pas la parole, et pour l'instant, nous vivons tous comme si elle n'existait plus. Ce n'est pas idéal, je le sais, mais on gérera ça plus tard, une fois que les choses auront un peu refroidi. Pour l'instant, c'est trop douloureux pour aller plus loin. Sur le plan émotionnel, je vais déjà beaucoup mieux qu'au moment de mon premier poste, et je sens que ça continuera de s'améliorer avec le temps. Je pense même commencer une thérapie dans les prochains jours, une fois le divorce finalisé. Peut-être que ça m'aidera à tourner la page complètement, un jour.